Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est un podcast en plusieurs parties. La première partie de ce podcast consacré à la colonisation nous a permis de nous promener un petit peu du côté du fin 15e, 16e, 17e, des comptoirs européens, la colonisation de l'Amérique, la généralisation du commerce international, comment tout ça aboutit à l'installation d'énormément de comptoirs, en particulier sur la côte africaine. Et dans cette deuxième partie, on va arriver à ce qu'on appelle le droit colonial. Alors, Mustapha, tu es toujours là. Rebonjour. Et la dernière fois, on s'est arrêté justement avec ce moment de passage des comptoirs, les comptoirs, ils sont tous pratiquement sur les côtes. Bien sûr, il y avait des tentatives un petit peu d'occupation, bon, on va y revenir, mais on va mettre en place une nouvelle méthode d'occupation d'Afrique, parce que les Amériques, ça y est, c'est fini. Tout le monde est devenu indépendant. Ça fait. L'Amérique est devenue indépendante des Anglais, le Canada également pratiquement, le Mexique, et en descendant Costa Rica jusqu'en Argentine, en passant par le Brésil, début 19e, tout ce beau monde va, après les États-Unis, revendiquer son indépendance. Mais ce qui est curieux, ce qui est intéressant, ce sont les descendants des colons installés dans les colonies qui vont revendiquer l'indépendance. Oui, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît par l'indépendance du XXe siècle. C'est-à-dire, ce sont des colons. C'est pas les Indiens, quoi. C'est pas les Indiens. Non. C'est pas les Comanches, les Sioux, les Cheyennes, les Incas qui. Non. C'est les descendants. C'est un problème fiscal en vérité. En quelque sorte. Plus ou moins, voilà. Ça commence toujours par ça. C'est une sécession on a envie des presses d'entreprise, quoi. Absolument. Voilà. Absolument. C'est-à-dire que les indépendantistes américains sont les mêmes que les Anglais. Voilà. Ouais. Même les descendants d'esclaves, on a l'exemple de Haïti. Oui, avec Toussaint Louverture. Absolument. Qui vont essayer également qui ont fait des révoltes carrément et qui essaient d'installer des États, déclarer l'indépendance et d'installer des États modernes. Alors revenons à l'Afrique. Avec l'Afrique, ça va changer parce que fin 19e, si on veut faire le topo, depuis les comptoirs d'esclavage, depuis les indépendances des Amériques, il n'y a plus ce trafic transatlantique d'esclaves, mais l'esclavage continue comme économie en Afrique. D'ailleurs, on va voir comment les Européens vont se présenter comme les champions de l'anti-esclavagisme en déclarant que l'esclavage était devenu illégal. Ça commence à peu près vers le milieu du 19e siècle, et puis surtout, ils vont en faire un argument d'intervention pour mettre un terme à ce commerce inhumain de coloniser l'Afrique. Si on fait le topo, on a le débarquement français d'Alger, c'est un peu un repère très important, qui était à l'origine, qu'on pourrait expliquer, c'est pas forcément pour des raisons économiques commerciales, c'est beaucoup plus des raisons de crise interne au niveau 1830, la monarchie, les deux monarchies qui se compétisaient depuis Napoléon Ier, les changements politiques, le premier droit européen, pour ne pas dire international, parce que les Européens aiment beaucoup utiliser le mot international quand ça les arrange, avec le congrès de Vienne pour redessiner la carte de l'Europe après les défaites de Napoléon et la mise en place d'un nouveau régime politique en France, le retour de la monarchie après la Révolution et la continuité de la monarchie, les compétitions entre les deux branches qui revendiquent la politique française, là. Française. Là, je suis perdu. Je suis faible. Vraiment, je suis faible. Par contre... Non, c'est juste pour... J'ai écouté un podcast. Non, c'est très bien. Très bien. J'ai écouté un podcast sur cette fameuse attaque d'Alger en 1830 et la régence turque. Voilà. Alors, paraît-il, d'après quelqu'un qui a fait un gros travail, quelqu'un de très crédible, il y avait également pour objet le vol, il n'y a pas d'autre mot, du trésor de la régence d'Alger. On a besoin d'argent, je veux dire, ça bouge énormément à l'intérieur. Qui va être même détourné par les militaires français. Et il paraît même qu'il y a des fortunes actuelles françaises qui auraient commencé à ce moment-là, avec une fuite entre
Alger et le rapatriement à Paris de beaucoup d'argent. Tout est probable. Non, tout le monde était riche, tout le monde avait des trésors. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? C'est ce trésor-là, c'est cette accumulation de capital qui est investi ou réinvesti pour produire encore plus. Avoir de l'argent et le garder, le regarder comme ça, je suis riche, ça n'a pas de sens. Je sais pas, j'aimerais bien essayer. Oui, bon, mais le faire fructifier, justement, c'est ça l'aventure des grandes découvertes et ce qui va s'en suivre en révolution industrielle, etc. C'est ces aventuriers un petit peu du capital qui vont investir de l'argent au lieu de le regarder moisir devant eux. Alors ils vont investir où? En Afrique? Non, je parlais des grandes découvertes quand on va investir dans les galères, dans les caravelles, financer une expédition qui va durer 2-3 ans, etc. C'est un petit peu ce transfert de ces trésors qu'on a entre les mains, parce que n'oublie pas, ce qu'on accumule depuis les États-Unis et depuis les Amériques d'une manière générale, tout l'or, les Espagnols qui deviennent fous avec tout l'or des conquistadors, je veux dire, les masses d'or qui arrivent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, il est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un trésor de guerre, normalement. C'est-à-dire, on finance l'économie, le commerce, les échanges, on amène de nouveaux produits pour gagner encore beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça que toute la machine européenne s'est développée. Donc, si on cherchait des trésors cachés pour des raisons X ou Y, oui, bien sûr. Il y a une question d'argent derrière la colonisation de l'Algérie qui est restée sur les côtes très longtemps, enfin, avant de... Non, voilà. Ça commence par une histoire de crédit, de toute façon, depuis qu'on parle, et puis une dispute, et puis finalement. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est un contexte associé toujours aux relations internationales de l'époque entre les puissances, dont les Ottomans qui furent une puissance européenne, qui était en compétition avec tout le monde, avec les Austro-Hongrois, avec les Espagnols, avec les Français et avec les Russes. Donc tout le monde était en compétition, les guerres, et une série d'alliances qu'on aurait du mal à comprendre aujourd'hui. Théoriquement, par exemple, la France et l'Angleterre, ils étaient toujours du côté ottoman contre les Russes. Pas de problème. Mais quand il s'agit de problèmes entre les Ottomans et les Français, bien sûr, les Russes jouent les équilibres entre les deux, les Anglais soutiennent les Français contre les Ottomans, etc. Donc, c'est curieux de voir comment ces jeux d'échelle entre les différentes puissances. Donc, cette incursion française au début qui voulait justement s'arrêter au niveau d'Alger, pas plus pour des raisons multiples qu'on a évoquées et d'autres choses qu'on ne sait pas peut-être encore, eh bien, ça dépasse cette raison première pour devenir carrément une installation de colons, de création de colonies et d'expansion. Et toujours cela, à mon avis, il faut l'associer avec toutes les pertes qu'ils ont eues dans les Amériques pour les remplacer. Ensuite, on a l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance, lieu stratégique pour la navigation, l'intérêt grandissant pour l'Asie, et il fallait absolument sécuriser ce lieu, et c'est les Hollandais toujours classiques qui commencent avant que ça devienne anglais. Donc on a Alger, on a l'Afrique du Sud, on a des comptoirs tout au long, et le première région ou État toujours dans ce contexte de compétition entre les puissances européennes, c'est les Anglais qui vont réussir à mettre la main sur l'Égypte par un traité de protectorat en 1883. On est à la veille des grands changements avec la naissance de ce droit international à vocation coloniale. Et la France réussit à mettre la main sur la Tunisie, 1881, également un protectorat, et tout cela est discuté d'une manière bilatérale à Berlin. On fait les fameux accords de Berlin. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord Berlin sur les Balkans. Ça nous a donné la balkanisation, le terme qu'on entend aujourd'hui, pour permettre, en tout cas, discuter, négocier, trouver le modus vivendi, pour permettre aux possessions, soutenir les possessions ottomanes en Europe, d'épaisser, comme on disait, l'Empire ottoman de ses possessions en Europe du Sud, l'équivalent aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie qui est aujourd'hui une dizaine d'États, et puis petit à petit, ça va se développer jusqu'à la Bulgarie, jusqu'à la Grèce, les guerres d'indépendance de l'ensemble des Balkans. C'est une réunion à Berlin, 1876-78, je crois, qui cela a eu lieu. La même chose pour la Tunisie. Les Italiens et les Français la volaient tous les deux parce que l'unité italienne vient de se constituer le royaume d'Italie et il a également besoin, comme tout le monde, d'aller voir ailleurs pour développer son économie. C'est à Berlin qu'ils discutent, 1878, ils se mettent d'accord et ils se donnent les promesses mutuelles. L'Italie cède à la France
la Tunisie, qu'en échange, la France va céder à l'Italie la Libye, que l'Italie ne va commencer à conquérir qu'en 1911, pratiquement la même chose que le Maroc. Donc toutes ces réunions un petit peu bilatérales entre partenaires avec un arbitre qui émerge et qui cherche une place, le fameux Bismarck, qui cherche une place dans la géopolitique européenne, va se concrétiser finalement dans ce congrès de Berlin qui commence en novembre 1884 et qui se termine en février 1885 pour mettre en place des lois, des accords globaux acceptés par tout le monde, parce que tout le monde était présent, y compris les Ottomans, ils étaient présents. Tous les pays européens concernés par le colonialisme et l'occupation des terres ou non, pour valider, et même les États-Unis sont appelés à assister en tant qu'observateurs, même s'ils sont loin, parce que à ce moment-là, l'Amérique continue à pousser les Européens à quitter ce qu'on appelle les Amériques, parce qu'il y avait encore quelques possessions, comme les Espagnols à Cuba, Porto Rico, et puis finalement même ça va atteindre jusqu'aux Philippines, que les Espagnols vont perdre à la fin du 19e siècle, exactement en 1898, quand ils vont commencer à parler de désastre de Cuba, c'est-à-dire quand l'armée espagnole a été défaite. C'est-à-dire les Américains, ils sont loin de ces histoires-là, mais ils étaient dans une logique de pousser les Européens à quitter les Amériques d'une manière définitive et de ne plus remettre les pieds là. En échange, les États-Unis, comme s'ils s'engageaient un petit peu de ne pas intervenir dans les affaires européennes, ça s'appelait la doctrine Monroe. Ça date d'à peu près de 1820, où les Américains décident qu'ils vont se concentrer sur leurs problèmes et leur continent et qu'ils ne vont pas se mêler des histoires des autres. Si, ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps à intervenir dans la Première Guerre mondiale en 1917. Il fallait changer cette doctrine et trouver la voie un peu ouverte juridique, ou je sais pas comment, pour pouvoir pousser leur armée à intervenir à l'étranger, alors que pour eux, ne pouvaient intervenir que dans les Amériques. Alors, revenons à ces quelques mois à Berlin. Qu'est-ce qu'il en sort On met en place des lois, des normes et des accords pour éviter les conflits, comme on avait dit. Et figure-toi qui demande, c'est un processus, mais c'est curieux, mais qui demande la mise en place d'une réunion de tout le monde pour qu'on puisse discuter de cela pour éviter les conflits. C'est l'ex-grande puissance maritime qui n'a plus la puissance, qui a perdu sa colonie, son unique colonie en Amérique du Sud, Portugal. Ah, le Portugal, d'accord. Il n'a plus les reins ni de mener les guerres avec les autres, et donc il demande une réunion parce que justement il avait des comptoirs encore actifs sur les deux côtes africaines, atlantiques et indiennes et de l'océan Indien, et ils craignent que les puissances émergentes leur prennent leur possession, donc ils demandent, et c'est du pain béni pour Bismarck, pour dire à tout le monde, venez chez moi j'ai pas d'ambition, venez chez moi à Berlin et on discute de tout cela. Donc on a toutes les délégations, les noms, qui représentent qui, etc. On a une déclaration finale, et c'est là qu'on met en place un petit peu le principe de colonisation, d'occupation exactement. Quand je parlais tout à l'heure de l'Égypte, il faut quand même ne pas oublier quelque chose, parce que c'est un grand tournant dans l'histoire de l'humanité et de la géographie mondiale et du commerce mondial. C'est le canal du Suez. Le canal du Suez est une œuvre française. Après un échec au Panama, enfin c'est une longue histoire, le canal de Panama, les Français ont échoué à le faire, puis finalement elle a été fait plus tard, mais c'est les Français qui réussissent cette prouesse extraordinaire qui s'appelle l'isthme de Suez, connecter la mer Rouge à la Méditerranée et éviter le grand tour d'Afrique pour remonter vers l'Europe. Même l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon Ier, y a été présente, parce que c'était au début une compagnie franco-égyptienne, et donc inaugurée à grande pompe. C'est là même qu'on a la composition d'une grande œuvre de Verdi, Aïda, la symphonie ou je sais pas quoi là. Aïda de Verdi, ça a été composé pour la circonstance. Je ne m'attendais pas à voir arriver Verdi dans le podcast. Écoute, on lui demande de composer, de faire une composition pour la circonstance, parce que l'impératrice... C'est pour ça qu'il y a un petit peu arabisant dans les gammes. Non, on trouve les figures égyptiennes là, de l'époque pharaonique, c'est pour ça, parce que, je veux dire, quand on voit les matchs, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais au fait, c'était ça, la raison pour laquelle Verdi avait cette commande, et puisque l'impératrice de France était
présente à l'inauguration du canal du Suez. Et là, ça va complètement chambouler l'histoire de l'humanité et du commerce, en tout cas entre l'Europe et l'Asie. Et c'est là que les Britanniques ont vu qu'ils ont raté le coche parce qu'ils n'ont pas fait confiance au projet au début. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils endettent le Khedive, comme on l'appelle, le roi d'Égypte, qui s'appelle le Khedive, il demande quand il est insolvable, d'argent. Ils le font signer. Et il lui rachète. C'est ce qui va un peu arriver au Maroc, d'ailleurs. Il lui rachète ses parts de canal de Suez, et c'est pour ça que le canal du Suez était une compagnie franco-britannique jusqu'en 1956. Jusqu'à la nationalisation par Nasser. Donc, on peut imaginer l'impact de cet acte de nationalisation. Cette nationalisation, c'était une sorte de rachat, en fait. Juste, il impose le rachat. C'est pas une nationalisation gratis. Oui, bien sûr. Écoutez, il y a toujours une indemnisation. Donc, pourquoi j'ai rappelé cela? C'est ça qui va précipiter un petit peu ce protectorat que va faire la Grande-Bretagne par la dette, par le rachat, etc. sur l'Égypte en 1883. Donc, un an plus tard, on a eu ce congrès de Berlin et donc on met en place Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où ils décident qu'il faut rentrer par la mer, c'est bien ça? Et qu'on peut envahir les territoires jusqu'à rencontrer une autre puissance européenne, c'est bien ça? Absolument. Et le roi des Belges pose même le problème de sa propre possession. Alors on va parler des Belges tout à l'heure, parce que c'est un cas à part, le Congo, mais restons sur les principes. Les principes, donc on rentre par la mer et on peut avancer jusqu'à... Voilà. Le hinterland, c'est un terme aujourd'hui devenu usuel dans toutes les langues européennes. Donc, en fait, c'est là qu'on invente la notion de hinterland. Donc en vérité, toute la carte d'Afrique qu'on regarde là, qui sont une succession de couloirs, avec le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Gambie, dans le Sénégal, etc. Bref, c'est la conséquence concrète de ces accords. Oui. Voilà. Non, ils étaient déjà là, et donc ces accords-là permettent à chacun d'avancer en face. C'est ça, voilà. De passer des comptoirs vers l'arrière-pays. Absolument, voilà. Absolument. Et donc c'est la carte qu'on a aujourd'hui. Exact. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les Espagnols ont choisi de mettre à terre au Sahara. Dakhla, exactement, qu'ils ont appelé Via Cisneros. Bien sûr. Mais qui est Cisneros? Le cardinal de l'Inquisition qui a expulsé les... Non, qui a forcé les musulmans et les juifs restés en Espagne après l'histoire de Zorbi de Boabdil en 1492. À se convertir. Des musulmans et des juifs sont restés en Espagne avec un accord qu'ils vont vivre leur foi, mais qu'ils vont devenir membres un petit peu de nouvel État qui est celui de Ferdinand et d'Isabelle. Sauf que ce cardinal décide de Troban à partir de 1506, une dizaine d'années, ils n'ont pas tenu parole et il a dit on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, il faut les forcer à devenir chrétiens. Et de mettre en place par la suite ce qu'on appelle les tribunaux d'inquisition. Il faudrait absolument vérifier que ces gens-là sont devenus des vrais chrétiens. Ouais. Donc faire des inspections dans les maisons, dans les champs, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce que les gens mangent, est-ce qu'ils boivent du vin, est-ce qu'ils mangent du cochon, etc. Et puis quand on découvre que quelqu'un ne mange pas du cochon, c'est le bûcher, c'est l'histoire du... Et c'est là qu'est intéressant de l'association de la mémoire, de l'histoire, de la politique, parce qu'ils pouvaient très bien l'appeler via Alfonso, je ne sais pas combien, l'Alfonso qui gouvernait à l'époque en Espagne, on choisit un nom symbolique qui renvoie à la Reconquista et peut-être ce rêve endormi de la Reconquista qui revient à la fin du 19e siècle côté espagnol, mais à la base ils disent non, on veut juste pêcher du poisson parce qu'on a des correspondances. La formation arrive, on est au moment de Hassan Ier et donc il y a un échange de courrier sur le sujet. Non, juste on veut pêcher du poisson, on n'a pas d'autres objectifs. Nous sommes en 1885. Donc à partir de ce moment-là, les sociétés, les comptoirs se développent en quelque sorte en lieu pour les sociétés pour développer le commerce de nouveaux produits. Le textile, par exemple, le sucre, le thé, d'autres produits, les produits un petit peu les verres en verre. Des choses, des babioles, des nouveaux outils, des nouveaux produits que les compagnies vont utiliser pour faire ce qu'on appelle de l'attraction commerciale vis-à-vis des royaumes, des rois, des sultans, des princes, des notables, etc. Avant de commencer la véritable expansion territoriale
en s'appuyant sur ce principe-là, et on en a des exemples où justement on a failli en arriver aux armes entre puissances européennes, et puis c'est ce droit international à vocation coloniale qui va trancher les litiges. Ensuite, on va se mettre d'accord quand même sur la liberté, au nom de la liberté, la notion de liberté est extraordinaire ici dans cette notion de droit. La liberté de navigation, par exemple, sur les deux grands fleuves de la côte atlantique, qui sont le fleuve du Congo et le fleuve du Niger. Parce qu'ils sont, territorialement, ils appartiennent à des pays comme le Congo pour le roi des Belges par exemple, mais on va mettre en place cette loi que non, là pour le commerce, tout le monde a le droit de faire du commerce, même s'il s'agit d'une position d'un pays, le Congo ou le delta du Niger pour les Britanniques. Eh bien non, la liberté de navigation pour tout le monde, parce que justement ce fleuve Niger, quand on le voit aujourd'hui, il commence en Guinée, il monte vers le nord jusqu'à Timbuktu en plein désert, et puis il redescend par l'actuel Niger à Niamey, et il redescend vers le Nigeria, et il nous donne ce delta. Donc ça donne, c'est des Nils, hein, c'est des espèces de Nils, exactement la même chose. Sauf pour le Nil, justement, les Britanniques ne vont pas accepter cette notion de liberté de commerce, ça va être limité à ces deux grands fleuves du côté de l'Atlantique. Alors, on peut faire un petit zoom sur le Congo, propriété privée du roi Léopold de Belgique, c'est-à-dire il a un territoire qui est plus grand que son pays en vérité. Beaucoup plus grand. Mais pourquoi ? Non, c'est un statut particulier parce qu'apparemment il a investi, tout simplement. C'est lui qui a financé l'exploration de Stanley, non ? Voilà, c'est pas sur le budget de l'État, c'est sur son propre budget. Et c'est là que, par exemple, les fameux explorateurs, on nous enseigne, et le Livingstone qui découvre ceci ou ça, on a des noms comme ça, britanniques, Stanley, Livingstone, etc. C'est toujours pareil, je veux dire, c'est des investisseurs. Pas un Brazza aussi, un Français ? Oui, de Brazza, oui, bien sûr. De Brazza. C'est pour ça qu'on s'en donne Brazzaville en hommage de Brazza. Déjà, l'idée qu'un pays débarque dans un autre continent et s'arroge un grand territoire comme s'il était à personne est assez, en vérité, est assez dur à comprendre. Que ce soit en plus une personne physique qui est un pays comme le Congo, qui va devenir le Zaïre, les RDC aujourd'hui, et dans lequel il n'a jamais mis les pieds. Léopold n'est jamais parti, ni à Kinshasa, ni nulle part, ni à Vita Club, ni à Tout-Puissant Mazembe, il n'a jamais mis les pieds là-bas. Non. C'est véritablement incroyable à comprendre. Oui, mais on a un royaume là-bas. Oui. On a un royaume du Congo. Donc, on commence par le commerce, on commence par l'exploration, et puis on faisait signer ce qu'on appelait des traités de protectorat, que les gens signaient, ne savaient pas de quoi faire, mais de toute façon, ça servait comme argument juridique, parce que il y avait un principe aberrant également. Vous devez informer les autres pays européens de ce que vous avez fait pour qu'ils valident votre position. C'est-à-dire, il faut absolument informer. Je sais pas, moi, vous avez avancé de 100 km, il faut informer les autres. Parce que si quelqu'un d'autre arrive, vous arrivez... oui, il faut documenter ton avancée. Documenter. Ouais. Donc, c'est aussi les conquistadors. Oui, c'est la même chose. Voilà. Ils donnaient des noms, Santa, machin, voilà, d'accord. Okay. Donc, il fallait documenter. Donc, tu trouves un chef local, tu dis, viens signer. Oui, tu signes, tu lui donnes, alors on donne de l'alcool, on donne des cotonnades, on donne des fusils, on donne des cadeaux, comme on dit, des cadeaux d'usage. Alors, les gens, sympathiques, parce que présenter des gens sauvages, ils tuaient tout le monde qui peut... Non, pas du tout. Je veux dire, n'importe quel blanc, n'importe quelle personne qui vient, les gens l'accueillent, le reçoivent, ils font le diafa, ils font le swab, quoi. Mais sur le Congo, d'après ce que j'ai lu, c'était très très dur comme régime sur l'exploitation des humains pour la collecte, je crois, du caoutchouc. Ça va devenir une violence extraordinaire. Caoutchouc et le cacao pour le chocolat. C'est pas rien. Aujourd'hui encore, tiens, caoutchouc, c'est les pneus, caoutchouc, c'est le pneu, oui, c'est le début de la voiture, le cacao. Et là, on va maltraiter les gens. On boit du chocolat, on mange du chocolat, on a même, je veux dire, la France, la Belgique, la Suisse sont connus, mais la base, ça vient de cette zone-là, entre le Congo, la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, je veux dire, c'est la base de cette production. Non, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, en vérité, on est marocain, donc on est intéressé par ce qui s'est passé chez nous, mais par exemple, sur les souffrances qui ont été infligées aux Congolais, avec des mains coupées quand il n'y avait pas assez de rendement, enfin des violences assez fortes par rapport à, même dans un contexte colonial. Hein. Il y a quelqu'un qui investit, il veut de la rentabilité, quand il n'y en a pas, il faut punir, il faut aussi de la terreur.
c'est de la terreur et puis des espèces de régimes d'apartheid, parce que aussi on va se faire suivre ce phénomène par justement l'installation des colons. Au début, c'est des techniciens, des ingénieurs, des chargés de production, des trucs comme ça, et l'administration qui suit après, et ensuite on va essayer de pousser les gens à s'installer. C'est-à-dire qu'on va ramener une administration pour gérer les colons, bien sûr, des médecins, des machins. Et puis l'armée quand c'est nécessaire, parce qu'ils ne sont pas dociles, ou parce qu'il faut les forcer, ou parce qu'il faut y occuper. Et là, il faut trouver un statut pour les locaux. Et c'est là où tu parles de régime Une sorte d'apartheid, c'est là qu'on invente cette notion d'indigène. L'indigène, bon, l'association avec l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, bon, il faut le prouver, comme dit mon professeur Hassan Rachik, mais il n'y a pas photo entre les deux, parce que j'ai discuté avec Rachik une fois de cette notion, il me dit mais il faut le prouver. Je dis oui, bon, je vais le prouver, mais bon, je veux dire, pour un linguiste, ça saute aux yeux, hein, je veux dire, entre l'indigénat et l'indigence, parce qu'on considérait ces gens comme pauvres. Pauvres en quoi? Pauvres en technologie, pauvres en valeurs, pauvres en économie, pauvres en quoi? En quoi ces gens-là sont si on pauvres? reste sur le regard colonial, si on lit la littérature, quand il parle par exemple des Marocains, on parle beaucoup de fanatisme. C'est le mot qui est utilisé très souvent, de fanatisme, de xénophobie. On parle même de xénophobie quand les locaux refusent la présence européenne. On résiste. Voilà, on résiste. Alors fanatisme, pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à mourir pour ça paraît bizarre. Oui, pour lutter contre le progrès. Parce que, voilà. Et ce qui est fou, c'est que tu as des gens intelligents, parce que les militaires français à l'époque sont très éduqués, ils écrivent très bien, sont complètement incapables de se projeter dans l'affectif ou la façon de voir de l'autre et comprendre que cette façon de résister n'est peut-être ni du fanatisme ni de la xénophobie, mais juste la volonté d'être tranquille chez soi. Et c'est extraordinaire, c'est assez surprenant de voir à quel point cette façon de voir les choses est unilatérale. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leur façon de procéder. Normal. Normal, je sais pas, parce que on arrive, nous, à regarder les choses des deux côtés. Non, normal selon leur logique, parce qu'aussi on a basé que la notion de civilisation, il était basé un petit peu sur cette civilisation technique. La révolution industrielle, le développement et l'évolution de la médecine, de la santé, de l'alimentation, de l'habillement, etc., etc. Et là, quand même, il a fallu attendre des anthropologues pour tirer la sonnette d'alarme. C'est un Allemand en premier, Frobenius. Ensuite, un Français, Charles Lecœur, malheureusement, qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a pas eu une longue carrière, mais il nous a laissé des ouvrages extraordinaires. Et ensuite, après lui, c'est Georges Ballandier. C'est les trois qui sortent un petit peu de ce qu'un va connaître en disant attention, certes, la civilisation, c'est le bâti, c'est la technologie, c'est tout ce qu'on voit, mais il y a aussi la notion des mœurs. La notion des mœurs dans une société, comment une société fonctionne, l'éthique. Et ils ont alerté sur ça. Frobenius, on lui a rigolé au nez, surtout côté des spécialistes français, parce qu'il avait fait le tour d'Afrique pour répertorier, par exemple, des sites rupestres, des sites anciens sur l'ancienne présence humaine. Et il a fait un tabac, Frobenius, en Allemagne. Et ce sont ces écrits, quand ils ont été traduits, je crois, en français dans les années 30, qui nous ont fait émerger la notion de la négritude adopté par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Parce que c'est chez Frobenius qu'il découvre qu'il parle de ce qu'on appelle la civilisation nègre, en disant aux Européens, vous croyez que la civilisation elle est blanche, il y a une civilisation chez les nègres, le terme générique qu'on utilisait à l'époque pour désigner les Noirs, que d'abord il y a une histoire humaine très 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 ancienne, qu'ils ont connu différentes évolutions de l'histoire de l'humanité, les fameux, les âges de fer, de bronze, etc., que toutes les sociétés humaines ont connu cela, alors par leurs propres moyens ou par influence venue d'ailleurs, mais en tout cas il a trouvé trace, il nous a donné une cartographie un petit peu de différentes découvertes. Il est même arrivé, il était en Algérie, il est arrivé jusqu'à la frontière, un petit peu côté Figuig, je crois. Nous sommes vers 1903-4 où il a répertorié des sites de gravures rupestres, etc. Et il est resté bouche bée devant ces trouvailles, parce que jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas que ça existait en Europe. Bon, on en découvre beaucoup plus tard en Europe qu'on a aussi des traces de gravures rupestres, traces humaines, d'un moment donné, qui nous laisse une trace d'une présence à un moment avec, comment dirais-je, de la création artistique qui révélerait des éléments de civilisation, puisque l'être humain était conscient de quelque chose. C'est pour cela qu'il l'a transcrit sur roche comme une sorte de document écrit, un message à la postérité. C'est ce que les spécialistes aujourd'hui essaient de lire ou de décrypter. Alors,
est-ce qu'on peut se promener un peu dans l'Afrique colonisée? Et est-ce que tu peux nous mettre en avant les différences? On va voir par exemple un Ghana anglais, une Côte d'Ivoire française, etc. On va pas faire tout le monde, mais je pense un Angola portugais. Ouais. Voilà. Etc. Est-ce que tu peux... Un topo, une sorte de topo. Ouais, un topo avec... J'aimerais bien, moi... en quoi les approches sont différentes? En quoi la colonisation anglaise n'est pas la colonisation française? En quoi la colonisation espagnole ou ibérique ou portugaise n'est... Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Oui, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études comparatives des systèmes, mais grosso modo, on connaît chaque... Alors, par exemple, pour les Britanniques, ça a toujours commencé par le commerce, les compagnies, le commerce, l'influence, l'alimentation des conflits internes. Par exemple, un exemple, comment les Anglais qui étaient basés entre la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria, alimentaient le conflit qui avait eu lieu entre la Guinée, le Sénégal, le Burkina, le Mali jusqu'au Niger, parce que, par exemple, au début du 19e siècle, on avait un État qui s'appelait l'État de Massena, l'État Peul de Massena, de l'actuel Niger. C'est entre le Mali et le Niger aujourd'hui, avec une capitale qui s'appelait Hamdallahi. Et on avait cet État Peul de Massena. Bien. On sommes au début du 19e siècle. Sauf qu'à un moment donné, on avait évoqué ça dans notre podcast, on a parlé de l'influence de l'entrée de la Tijaniya en Afrique de l'Ouest par le billet de l'Hajj Omar Tal, qui a été en pèlerinage, et c'est à la Mecque qu'il rencontre le représentant, d'où l'importance des lieux saints, pour comprendre aussi l'histoire des confréries religieuses et comment, avec l'arrivée des wahhabismes au début du 19e siècle et au début du 20e siècle, on met à terre tout cela, et c'est une chaîne manquante à mon avis dans l'histoire des confréries religieuses musulmanes. Et donc il ramène les préceptes de la Tijaniya, il devient Tijanais, il commence à diffuser la Tijaniya, il est lui aussi Peul, sauf qu'elle est d'une autre zone des Peuls, parce que les Peuls sont aujourd'hui depuis la Mauritanie pratiquement jusqu'à Cameroun, en grosso modo du nord vers le sud, et ensuite de la côte atlantique pratiquement jusqu'à Tchad, où on va trouver de nouveau la trace d'une autre confrérie qu'on appelle le Senoussia, qui ont gouverné en Libye par la suite. Tout ça, ça arrive à un moment donné où le chamboulement était là, les Européens arrivent par toutes les côtes, ils harcèlent tout le monde, et comment certains trouvent dans le moyen de passer par les confréries pour d'abord maîtriser le commerce et ensuite essayer de trouver un moyen de résister à cette occupation, à cette colonisation. Donc le Hajj Omar Tal commence à faire sa campagne pour diffuser le wird Tijani, mais en même temps il commence à challenger cet État Peul de Massena par un Peul lui-même et les Peuls, en les accusant justement d'être des musulmans, mais pas tout à fait bons musulmans, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les Français sont sur la côte sénégalaise, ils observent, il n'y a pas de problème, ils essaient même d'alimenter un petit peu un commerce clandestin pour que les deux se disputent et se tirent les uns contre les autres. Et la même chose côté britannique, ils alimentent énormément ce trafic des armes par la Sierra Leone, etc. Je veux dire là, quand on regarde les cartes aujourd'hui, les États, les frontières, etc., parce que nous sommes dans une zone où il y a pas mal de royaumes, il y a pas mal d'alliances. Les Hausa est une ethnie, si j'ose dire, très puissante, très forte, qui est à cheval entre le Nigeria, le Niger, le Mali, etc. Les Peuls également, qui sont très puissants, qui sont très présents, à cheval entre le Sahara et la savane, et donc tout ce beau monde va rentrer en quelque sorte en conflit, donc, en compétition. En vérité, il n'y a pas une grande différence entre l'approche britannique et française, quoi. Jusque-là, non. Ouais. Mais on alimente pour pouvoir en bénéficier par la suite, parce qu'une fois le gagnant, il a gagné, jusque le cas de l'Hajj Omar Tal, justement, il a réussi à créer son propre État et en l'élargissant, mais avec énormément de pertes, et c'est à ce moment-là que l'armée française rentre en scène. Nous sommes vers 1870 à peu près, Lui, il commence son action en 1830, donc une trentaine d'années de conflits, d'expansion, d'essayer de mettre tout le monde d'accord, de créer un État, d'essayer de résister, etc. Et puis finalement, une fois il a gagné, il a détruit l'État de Massena, et ben il installe son propre État, sauf que de nouveau, donc du coup c'est à ce moment-là que l'armée française commence son expansion par la côte, par le Sénégal, par Saint-Louis. Il va carrément de l'ouest vers l'est. C'est pour ça qu'on voit ce couloir de l'Afrique, l'AOF, comme on l'appelait, l'Afrique de l'Ouest française, qui va de Dakar pratiquement jusqu'à N'Djamena. Et vous êtes dans un couloir, direct jusqu'au Tchad,
Parce que de l'autre côté, on trouve le Soudan, on trouve la Libye, on trouve l'Égypte, c'est le domaine des Anglais. Ensuite, la même chose pour les Britanniques. Au début, on va faire des espèces de protectorats avec les différents royaumes qu'ils vont trouver sur la côte. Et là, on va trouver énormément de noms entre le Ghana et le Nigeria. C'est incroyable comment ils arrivent à faire des traités de protectorat, mais toujours en jouant les uns contre les autres. Les Ibos, les Yoruba, les Hausa. Ensuite, pour des raisons militaires et administratives, ils vont essayer de faire des découpages avec la mise en place de gouverneurs. Donc là, on va changer complètement de stratégie. Beaucoup plus tard, quand l'Allemagne va perdre ses positions après la Première Guerre mondiale, on va installer un nouveau système de droit international qui s'appelle les mandats avec la Ligue des Nations. Le Cameroun va être ce mandat franco-britannique. Tu te rappelles le Cameroun que l'Allemagne avait obtenu en échange d'Agadir, etc. Eh bien, il va devenir de nouveau un mandat. La grande partie va faire partie du domaine français, une partie qui va faire du domaine de l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'une minorité anglophone au Cameroun, parce qu'ils étaient sous administration britannique du Nigeria, parce que, il y a un petit bout qui était sous, administré par les Anglais. D'accord, on a compris, le Cameroun a changé de main, etc. Moi, ma question porte aussi sur l'approche un peu culturelle. C'est-à-dire, quand la France s'installe au Sénégal, par exemple, ou quand l'Angleterre s'installe au Ghana, oui, on est côte à côte, je veux dire. Voilà, quelles sont les différences des approches? Est-ce qu'il y a une différence d'approche ou c'est la même chose? Non, pour le côté français, pour les spécialistes, on parle de direct rule, l'administration directe. L'administration directe, alors que la British est connue par l'indirect, l'administration indirecte. C'est un peu des espèces de protectorats où on laisse les indigènes se gouverner sous le contrôle, mais... Alors, il y a plus de distance, j'ai l'impression. Il paraît. Ce qui intéresse, c'est le business. D'ailleurs, paraît-il, même, on dit que, ils se sont pas intéressés, parce que la notion de mission civilisatrice, ça va devenir un outil de la Troisième République après 1870 en France, où on va essayer, par le biais de l'école, former les élites indigènes. Les Anglais font pas ça. Ils le font, mais par exemple, quelqu'un m'a dit qu'en Égypte, le système scolaire pendant l'époque britannique est très mince. Parce que l'Égypte, en tant que protectorat, arrive à développer sa propre université. C'est-à-dire, ils voient un petit peu le système anglais qui est installé là pour les enfants des colons, des administrateurs, des militaires, etc. Et donc, les Égyptiens prennent l'initiative de créer un système scolaire égyptien qui est pratiquement autonome. Donc, quelqu'un me dit, mais quand on compare le Maroc à l'Égypte, les Anglais n'ont pas trop investi dans l'éducation, ça les intéressait pas, ça ne les regardait pas, c'était pas leur objectif. Il suffit d'avoir la paix selon leur truc pour sécuriser le canal, sécuriser la production, les produits, la main-d'œuvre, les militaires quand c'est nécessaire, comme pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc oui, un peu plus de distance du côté anglais que du côté français, peut-être, c'est ça ce que... un peu moins, ouais. En tout cas, on a cette image que la France investit un peu plus dans l'école, par exemple. Tiens, sur la côte sénégalaise, il y avait ce qu'on appelle les 4 communes, qui avaient un peu le statut de citoyen. Les habitants de Saint-Louis, de Dakar, je ne me souviens plus les 4 noms, et qui avaient un peu le statut de citoyen, et du coup, ils ont eu accès à l'école. Et ensuite, on commence à généraliser cette école à ce qu'on appelle les enfants des notables. Et un grand ethnologue, anthropologue, historien, une grande figure qui a vécu entre le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, Amadou Hampatiba, et il passait par là, il parle l'école. C'est un auteur, ça. C'est un auteur, une grande figure. Il parle d'école des otages. C'est-à-dire comme si on obligeait les élites à envoyer leurs enfants à l'école comme otages pour garantir la soumission de leurs familles qui sont influentes dans leur zone. Et d'ailleurs, je recommande vivement ces écrits parce qu'après cette école, il travaille dans l'administration coloniale. Il a un volume de 600 pages qui s'appelle « Oui, mon commandant extraordinaire » où il commence sa carrière après avoir fini l'école. Sa famille vivait au sud de Bamako. Et il est allé faire cette école côté Dakar et puis il termine et puis on l'affecte, comme on le trouve un peu tête dure, on l'affecte au Burkina et il arrive à Ouagadougou au tout début où Ouagadougou était un petit centre administratif pour travailler comme commis d'administration, donc chargé un petit peu de recopier les textes, etc. Et puis il fait une longue carrière administrative, il arrive jusqu'à chez le gouverneur général à Abidjan.
Et il est devenu ami. Il dit à un moment donné, tout le monde était en congé, que c'était moi qui dirigeais toute l'Afrique occidentale française, parce que tout le monde était en congé. Et ensuite, il enchaîne et il devient chercheur à l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, où il est intégré comme chercheur parce que justement on avait trouvé chez lui quelque chose de très intéressant. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire orale et c'est pour ça qu'il nous a laissé énormément d'ouvrages où il relate des histoires, en tout cas qu'il avait entendues. Il parle de sa famille d'ailleurs, c'est extraordinaire. Il est né en 1900, mais il commence son livre en 1830 en parlant justement de cet état Peul de Massina, à laquelle sa famille était apparentée, et donc il fait partie de ce pouvoir royal qui a été battu par le Hajj Omar, et comment ces deux familles étaient en compétition jusqu'à une date récente, les Tal et les Fal, et les Ba. C'était une super parenthèse sur le destin de Monsieur Ampateba. Comme ça. Je recommande. Voilà, c'est bien de. Je recommande. Parfois, tu vois, les destins individuels, ils éclairent sur le destin collectif. Il nous raconte de l'intérieur une histoire extraordinaire. Moi, j'ai une question très, très administrative. Un Ghanéen sous le régime anglais, il est citoyen de Sa Majesté. Non, bon, citoyen, oui, mais toujours on est dans la démarche anglaise. Et ça nous concerne l'histoire du Ghana, parce qu'on a un groupe qui s'appelle les Ashanti, qui habite un petit peu dans le nord. Qui a un club de foot, Ashanti Kotoko. Voilà, tu vois. Et imagine-toi que dans notre commerce transsaharien, je veux dire, l'impact arrive jusqu'à chez les Ashanti. C'est le nord, un peu comme Assis, je crois, ou un truc comme ça. C'est le nord de l'actuel Ghana, qui s'appelait le Gold Coast, c'est-à-dire la côte de l'or. Regarde comment on donnait les noms, et puis après comment on change. Mais, restons sur le Ghana. Tu es en train de dire que les Marocains commerçaient avec... Oui, notre commerce atteignait le nord du Ghana dans le cadre de l'échange, c'est-à-dire de produits. Mais sur la réalité administrative du statut de ce bonhomme-là, il est quoi? Indigènes, natives. Les indigènes, et il continue à travailler dans le circuit économique de la colonisation. Ça dépend qu'est-ce qu'on est, parce que on a un nouveau produit aussi qui va émerger à ce moment-là, c'est la cacahuète. Tu vois, aujourd'hui, les cacahuètes, etc. Attention, c'est quelque chose également qui a chamboulé la perception du monde, parce que c'est devenu un produit, et du coup, il rentre dans le circuit comme le coton, comme la canne à sucre, le caoutchouc, le cacao, la cacahuète, et ainsi de suite. Et justement... mais concrètement, par exemple, s'il commet un vol ou un meurtre, il est jugé par qui? Pour les Britanniques, on laisse le système fonctionner comme d'habitude. Comme il faisait avant. On valide ce qu'on appelle... S'il trucide un Britannique. Ah là, ça devient un problème britannique. Alors là, il n'y a pas de pitié, il n'y a même pas de jugement, si j'ose dire, administratif, c'est expédition punitive directe. Et ainsi de suite. Je crois qu'on pourrait parler d'une manière globale, et j'aime beaucoup un mot, assimilados. C'est-à-dire, on fait une hiérarchie à 3 catégories. Les colons, tout ce qui est européen, c'est le sommet. Ce qu'on appelle les assimilados, les assimilés, ceux qui sont devenus comme nous. Ils ont fait des études, ils pensent comme nous, on les utilise, ils travaillent avec nous. Ils facilitent le circuit entre le haut et le bas, et la masse qui sont les indigènes. Grosso modo, l'ensemble des systèmes coloniaux, que ce soit chez les Portugais, les Espagnols, les Français, les Britanniques, etc. Je veux dire, c'est 3 catégories, et c'est pour cela aussi qu'on a les assimilados, c'est-à-dire on a assimilé, et on a continué à croire, à rêver que l'histoire de l'historicisme vient de là, que nous aussi on doit passer par les différentes étapes passées par l'Europe, parce que soi-disant ils ont connu la même histoire, sauf que eux ils ont réussi et nous on n'a pas réussi. On ne peut pas faire cette projection-là, et justement parce que les contextes diffèrent. On évoque par exemple le cas du Japon, on peut parler de la Turquie, de l'Iran, d'autres systèmes qui n'ont pas connu d'occupation étrangère et qui ont réussi à se moderniser à leur manière, à leur façon et selon leur méthode, pas forcément en faisant de la protection, non, parce que, comme l'autre argument, c'était pas la colonisation, ils ont fait les routes, ils ont fait les chemins de fer, ils ne savent pas que tout cela, par exemple, dans le cas du Maroc, a été fait par le budget du Maroc, c'était pas un budget qui vient d'ailleurs espagnol ou français, loin de là, ça s'appelle le budget du Maroc, on avait un budget du Maroc, et tout ça, ça a été fait avec l'argent du Maroc, c'est la même chose pour l'ensemble des trucs qui ont été faits un peu partout, je veux dire, c'est des budgets locaux qui ont été faits. La Turquie ou l'Iran n'ont pas connu d'occupation, n'ont pas perdu de souveraineté, ils ont eu en tout cas leur cuisine, leurs problèmes, leurs histoires, etc. Mais ils ont réussi leur modernité ou leur façon, en tout cas, de se développer à leur manière, loin de toute occupation étrangère. Et c'est là que peut-être on a des leçons à retenir.
Et puis quand même, je ne voudrais pas rater un détail de cette histoire de droit international sur la notion de continuité territoriale. Chacun rêvait de sa continuité territoriale, surtout les deux grandes puissances, la France et l'Angleterre. L'Espagne, la grande puissance américaine finalement, ils se contentaient un petit peu de petits bouts du Maroc en Sahara et au nord. Et la Guinée équatoriale, une petite enclave hispanophone aujourd'hui, un peu francophone à côté du Gabon, et lève la main d'ailleurs, et Franco nous donne l'indépendance à cette position qui est considérée comme faisant partie du territoire espagnol, l'Afrique occidentale espagnole, qu'en 1969. Je veux dire, Franco, il était dur à traiter là-dessus. Et curieusement, les grandes puissances espagnoles et portugaises aux Amériques deviennent les petites puissances en Afrique et les dernières puissances en Afrique, parce que toutes les possessions espagnoles, pratiquement le Sahara, retrouvent la souveraineté en 1975, exactement comme le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et le Mozambique et l'Angola, qui étaient des possessions portugaises et qui ont connu des guerres de libération incroyables. Et les deux derniers régimes dictatoriaux d'Europe, qui sont ce qu'on appelle le franquisme et le salazarisme, même si Salazar était mort, et avec la fin de leur possession coloniale, c'est la fin des dictatures et le début d'un nouveau processus dans leurs histoires. Et la fin de ce podcast aussi, qui est bien trop court par rapport à l'amplitude du sujet, qui est celui de la colonisation. Donner une idée, peut-être d'aller gratter par vous-même, aller zoomer dans d'autres podcasts qui traitent de cela chez nous ou ailleurs, où la littérature, c'est une partie de l'histoire, une partie de l'époque mondiale qui nous touche encore. Et je te laisse conclure, Mustapha. Une histoire extraordinaire dans l'histoire de l'Afrique, du Maroc, de la France et de la Grande-Bretagne et des droits coloniaux internationaux, l'histoire de Fashoda, un petit bled qui se trouve aujourd'hui dans le Sud-Soudan, où les Français ont failli en venir aux mains avec les Anglais en 1898, qui nous a donné l'entente cordiale sur le dos du Maroc. L'affaire de Fashoda, mais c'est pas pour maintenant, parce qu'il faut toujours en laisser un petit peu sous la main pour les autres podcasts. Merci. Restez connectés. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.